L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout. Mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'une machine apprend à faire des choses aussi complexes? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Parce que oui, l'IA est déjà dans nos vies, dans les assistants vocaux, dans les systèmes qui reconnaissent des visages, mais la vraie question c'est comment ça pense au fond? Derrière ce qui ressemble un peu à de la magie, il y a un mécanisme. Comment passe-t-on d'une simple montagne de données à une compétence qui, franchement, a l'air presque humaine? Pour comprendre tout ça, il faut commencer par le commencement, par la toute petite brique élémentaire de l'IA, qui est d'ailleurs inspirée de notre propre cerveau. Il s'agit d'une neurone artificielle, absolument tout par-delà. Un réseau de neurones, au fond, c'est quoi? Imaginez une immense collection de toutes petites calculatrices, qu'on appelle donc des neurones artificielles, qui sont organisées en couches. Chacune fait un calcul hyper simple, mais, et c'est là que ça devient fascinant, quand on les met toutes ensemble, elles arrivent à créer quelque chose d'incroyablement complexe et intelligent. Ok, alors comment ça se calcule un seul de ces neurones? C'est un processus en plusieurs étapes. D'abord, il reçoit des informations, des inputs. Ensuite, il applique ce qu'on appelle des poids, c'est-à-dire qu'il va juger de l'importance de chaque information. Après ça, il fait la somme, il ajoute un petit quelque chose qu'on appelle un biais. Et enfin, l'étape clé, il fait passer le tout à travers une fonction d'activation pour produire un résultat. C'est un peu comme s'il se demandait, bon, est-ce que cette info est assez importante pour que je la transmette aux autres? Et cette fameuse fonction d'activation, c'est vraiment l'ingrédient secret. C'est elle qui décide si un neurone s'allume, s'il s'active ou non. C'est son interrupteur. Sans ça, le réseau ne pourrait faire que des additions, des trucs très basiques. C'est cette fonction qui lui permet de comprendre des relations complexes, et c'est ce qui fait toute la différence pour apprendre des choses subtiles. Bon, maintenant qu'on a vu comment fonctionne un seul neurone, on va voir comment des millions d'entre eux apprennent à travailler ensemble pour accomplir des tâches vraiment complexes. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce que des millions de ces petites calculettes toutes simples finissent par apprendre à faire quelque chose de réellement utile? On a les briques, d'accord, mais comment on construit la maison? Pour bien piéger le truc, on va prendre une image. Pensez au jeu du plinko, vous savez, ce panneau avec des clous. On lâche une bille tout en haut, elle rebondit de clou en clou et elle finit par tomber dans une case en bas. Chaque petit rebond est hyper simple, mais au final, c'est l'ensemble de tous ces rebonds qui guident la bille vers un résultat bien précis. Eh bien, en IA, le plateau de Plinko, il ressemble exactement à ça. Le boulot du réseau, c'est justement d'ajuster la position de chaque clou, c'est-à-dire ses poids, pour que la bille, qui représente les données, tombe systématiquement dans la bonne case. C'est ça le processus d'apprentissage. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces poids sont en fait la mémoire du réseau. L'apprentissage, ce n'est pas ajouter des règles du genre si ceci, alors cela. Non, c'est d'affiner, de régler des millions et des millions de ces poids. C'est beaucoup plus subtil que ça. D'accord, mais comment le réseau sait s'il progresse? Comment il sait s'il a raison ou tort? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la fonction de perte. C'est tout simplement un score qui mesure à quel point la prédiction est fausse. Si la perte est élevée, ça veut dire que l'erreur est grosse. Si la perte est faible, on s'approche du but. L'objectif de tout l'entraînement, c'est donc de rendre cette perte la plus petite possible. Et pour y arriver, on utilise une méthode qui s'appelle la descente de gradient. L'image est assez parlante. Imaginez que vous êtes perdu au sommet d'une montagne, en plein brouillard. Le but, c'est de trouver la vallée, le point le plus bas. Que fait-on? On tâte le terrain, on regarde où ça descend le plus et on fait un petit pas dans cette direction. Et on répète ça encore et encore. C'est exactement comme ça que l'algorithme trouve la meilleure valeur possible pour les points. On a les outils, mais maintenant, il faut des règles. Comment on apprend à une IA sans qu'elle triche? Parce qu'il faut bien le dire, entraîner une IA, c'est un peu comme éduquer un élève qui est super doué, mais qui cherchera toujours le chemin le plus court, même si ça veut dire tricher. Pour ça, la méthode est assez simple. On sépare les données en 3 paquets. D'abord, les données d'entraînement. Ça, c'est comme les exercices en classe. Ensuite, les données de validation, pour vérifier les progrès en cours de route, un peu comme des contrôles continus. Et enfin, les données de test. Ça, c'est l'examen final, sur des sujets que le modèle n'a jamais vus, pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et cette séparation, elle est absolument cruciale pour éviter les pièges. Il y a cette histoire, devenue un grand classique, une IA entraînée pour reconnaître des huskies. Elle était devenue incroyablement bonne, sauf qu'en y regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas appris à reconnaître les chiens, mais la neige. Pourquoi? Parce que presque toutes les photos d'entraînement montraient des huskies dans un paysage enneigé. L'IA avait trouvé un raccourci. Ce phénomène a un nom, le surapprentissage ou overfitting. C'est quand un modèle mémorise ses données d'entraînement par cœur sans rien comprendre. C'est l'équivalent d'un étudiant qui connaît les réponses de l'examen blanc sur le bout des doigts, mais qui se plante complètement à l'examen final. Le modèle est excellent sur ce qu'il a déjà vu, mais nul sur les cas nouveaux.
Allez, maintenant, parlons un peu des bizarreries de l'IA moderne et de ce qui nous attend. Parce que même quand un modèle est bien entraîné, il peut avoir des comportements assez surprenants. On entend souvent dire qu'une IA peut halluciner. Ça veut simplement dire qu'elle produit des réponses qui ont l'air très sûres d'elle, mais qui sont complètement fausses. Et attention, ce n'est pas un bug, c'est une conséquence directe de son fonctionnement. Un modèle ne prédit pas ce qui est vrai, il prédit la suite de mots la plus probable. Et parfois, le plus probable n'est pas le vrai. Ce qui rend ces modèles si puissants et aussi si étranges, c'est leur taille, leur échelle. Quand on voit un chiffre comme 7 milliards, ça correspond au nombre de paramètres, de poids dans le modèle. Alors imaginez notre jeu de Plinko, mais avec 7 milliards de clous que le modèle a appris à positionner. C'est une complexité qui dépasse l'entendement humain. Et tout ça, ça ne date pas d'hier. L'histoire de l'IA est longue. Elle a commencé dans les années 50. Elle a même connu des hivers, des périodes où les recherches stagnaient, faute de résultats. C'est vraiment dans les années 2010 que tout a explosé, avec le deep learning, pour arriver aujourd'hui à l'IA générative que tout le monde connaît. Du coup, la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, avec une IA qui avance à cette vitesse folle, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle ère technologique ou est-ce qu'on risque de connaître un autre hiver de l'IA? Est-ce que cette croissance est durable? Pour l'instant, la suite reste à écrire.